Bonjour et re-bienvenue à Profession homéopathe. Je suis Ingrid Schutt, vous écoutez Radio Mieux-être et je reçois aujourd'hui Denis Fournier, homéopathe, historien, expert de l'œuvre de Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie. Un expert botaniste, un homme fabuleux, un musicien, collectionneur de tous les artefacts rares de Samuel Hahnemann, un homme précieux dans la communauté homéopathique, une encyclopédie historique qu'on adore. Et Denis Fournier, merci beaucoup d'être ici encore avec nous. C'est moi qui vous remercie de donner l'occasion de parler d'homéo. Denis, c'est la 3e fois que tu viens nous parler de l'histoire de l'homéopathie. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait aujourd'hui avec l'histoire de l'homéopathie et de la famille royale d'Angleterre. Hein? On t'écoute. Oui, effectivement. On sait aujourd'hui que, parce qu'on l'entend dire par Charles, particulièrement le prince Charles, que la famille royale anglaise utilise l'homéopathie, mais en fait, la famille royale anglaise utilise l'homéopathie depuis les débuts de l'homéopathie. Un des élèves très proche du fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann, un des élèves qui s'appelait Ernst Staff. Staff va être le médecin personnel de la femme du roi d'Angleterre à l'époque de 1835, là, dans ces bouts-là. Elle s'appelait Adélaïde. En fait, on pense que c'est elle qui introduit l'homéopathie en Angleterre, même avant que des homéopathes s'y installent. Donc, en fait, il y a une espèce de tradition de la famille royale où on utilise des homéopathes. Il y a d'ailleurs des homéopathes très célèbres dans l'histoire de l'homéopathie qui vont être attachés à la couronne. On pense à John Weir, qui va à lui seul, je pense, voir, là, je me trompe peut-être dans la déclinaison des rois, mais Georges V, Georges VI et Édouard VII, Élisabeth II, par exemple, il va toujours être là, lui. Ça a été l'homéopathe de plusieurs souverains depuis le père d'Élisabeth actuelle. Et le grand-père, je ne suis pas sûr. Et la mère d'Élisabeth actuelle, elle oui, depuis longtemps. En fait, la mère, Élisabeth mère, là, la reine-mère qu'on appelait, là, oui. C'était la patronne de la British Homeopathic Society. Ah bon? Oui, c'était la patronne de la Société homéopathique britannique. Donc, encore aujourd'hui, après ça, il y a eu Marguerite Black, qui était attachée à la reine Élisabeth. Et puis, aujourd'hui, c'est un bonhomme qui s'appelle Peter... comment il s'appelle, non? Ah, j'oublie son nom. Mais qui est encore attaché à la reine. C'est un homéopathe. En fait... on mettra son nom sur ma page Facebook. J'oublie son nom, je le vois. Je vous mettrai l'info. Ingrid homéopathe, ma page. Ce qui est intéressant... moi, le lien que je fais entre Adélaïde, qui est la première à introduire l'homéo en Angleterre, et Élisabeth aujourd'hui, c'est l'importance du mouvement féminin en homéopathie. En fait, l'importance du travail et de diffusion des femmes de l'homéopathie dans le monde, c'est absolument fondamental dans l'histoire de l'homéo parce qu'on les retrouve partout, souvent dans des rôles un peu cachés ou moins apparents, mais tout de même très importants. La première femme homéopathe, c'est la seconde épouse de Hahnemann. Elle s'appelait Mélanie, Mélanie d'Hervilly. Alors, qu'on a très mal jugé dès son époque parce qu'Hahnemann disait qu'elle était très douée en homéopathie. C'est lui qui va la former. Il faut savoir que c'est une non-médecin aussi, et ça déplaisait beaucoup aux homéopathes de l'époque. Aux homéopathes ou aux médecins homéopathes. Aux médecins qui faisaient de l'homéopathie, ça déplaisait beaucoup qu'il y ait des praticiens qui étaient simplement homéopathes et qui n'avaient pas de formation médicale conventionnelle de l'époque.
Alors qu'elle avait tout compris de l'homéopathie. Exactement. Et puis, en fait, il faut savoir qu'autour d'Hahnemann, il y avait plusieurs non-médecins. Parmi les personnages les plus importants dans l'histoire de l'homéo qui vont développer la littérature homéopathique, il y a plein de non-médecins et ce n'étaient pas des médecins qui faisaient ça. Bonninghausen, est-ce qu'il était... Bonninghausen n'était pas médecin, Char n'était pas médecin, Benoît Mur, on ne trouve pas son diplôme. Alors, il y en a plusieurs qui sont des personnages importants dans l'histoire et dans la littérature homéopathique. Mais je reviens sur le rôle des femmes, parce qu'effectivement, Mélanie, c'est la première d'une série de femmes homéopathes qui ont quand même un rôle majeur. Au Canada, on tombe sur la première femme qui pratique véritablement la médecine au Canada, qui s'appelle Émilie Staut, dont je pense que tu as déjà parlé. Oui. Et Émilie Staut, elle arrive dans un décor d'une communauté médicale qui est strictement masculine, je dirais mâle plutôt que masculine. Et puis qui... Il faut se remettre dans le contexte social en plus effectivement, de l'époque. Oui, de l'époque. Alors, on est au 19e siècle. Et puis, qui a beaucoup de difficultés à obtenir... en fait, elle n'obtient jamais son droit de pratique légale. Elle décide qu'elle va pratiquer. Et puis, un jour, à cause d'une histoire d'accouchement qui tourne mal, on veut la poursuivre, on commence à lui faire des misères, mais finalement elle ne sera pas accusée, et finalement Émilie Staut, c'est aussi une suffragette, hein? Alors tout ce mouvement-là de la fin du 19e siècle, début 20e, où est-ce que les femmes commencent à vouloir s'affirmer, demander le droit de vote à travers les suffragettes, le droit d'aller à l'école, le droit de faire le cours de médecine. Tout ça, c'est interdit aux femmes. Alors, Émilie Staut, c'est une pionnière là-dedans. Je pense. Oui, c'est ça. Elle va chercher sa formation aux États-Unis, sa formation d'homéopathe et sa formation en médecine. Elle va la chercher d'ailleurs chez des femmes qui sont à l'origine des suffragettes aux États-Unis aussi. C'est un mouvement américain, c'est pas juste états-unien ou canadien, c'est le même mouvement. Et un jour... quand elle commence à être bien connue et reconnue, l'Association médicale ontarienne des médecins masculins va lui demander va lui accorder de faire partie de l'association. Elle va refuser. Si elle daigne bien, mais elle va refuser. Elle va dire, j'ai pas eu besoin de vous autres jusqu'à date, je n'aurai pas besoin dans le futur non plus. La propre fille d'Émilie Staut, c'est officiellement la première femme médecin au Canada. Parce que Émilie Staut, c'est la première femme médecin, mais elle n'est pas officiellement la première femme médecin parce qu'elle ne sort pas de l'école de médecine. Mais la première femme médecin, c'est la fille d'Émilie Staut. Donc, elle va être admise à l'école et elle va avoir son diplôme de médecin. Émilie Staut, c'est la fondatrice, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est la fondatrice du YWCA. Oui. Et on en apprend tout le temps avec toi, Denis. Fascinant. Émilie Staut, en fait, c'est juste la représentante d'un paquet d'autres femmes qui, même à la même époque, cherchent à faire leur place dans le milieu d'homéopathie. Je suis en train de, par exemple, écrire un article sur une femme américaine qui s'appelle Elizabeth Wright Hubbard, qui va être la première... En fait, c'est une pionnière partout aux États-Unis dans le milieu de l'homéopathie. Elle fait partie du premier groupe de femmes admises à l'école de médecine à l'Université Columbia à New York. Elle fait partie des premières femmes qui font de l'urgence en ambulance, la nuit. Elle a un rôle de pionnière partout, et aussi en homéopathie. Elle va aller se former en Europe, elle va revenir ici. C'est un personnage, c'est tout un personnage, Elizabeth Wright Hubbard. Elle va stimuler beaucoup la pratique de l'homéopathie par les femmes. Ah oui. Et à l'extérieur du Québec, du Canada, un peu plus loin quand même, il y a Mère Teresa aussi. Oui, c'est ça. Qui a suivi une petite formation en homéopathie. Bon, une petite formation, c'était pas une formation complète de 4 ans, mais quand même plusieurs heures d'homéopathie pour offrir... elle avait un dispensaire homéopathique, elle offrait des soins homéopathiques. Oui, c'est ça. Effectivement, comme plusieurs. En fait, l'esprit qu'il y a derrière ça, c'est celui dont on parlait dans l'émission précédente. Des mères de famille, par exemple. Des mères de famille qui
qui peuvent soigner leurs enfants facilement. Oui. Alors, on remonte à 1835, les premières fois où ça se fait. Tu sais. Oui. Et cet esprit-là, il existe encore. Les femmes sont un facteur de diffusion majeur dans l'histoire de l'homéopathie. Et qui nous consulte en homéopathie? Qui vient nous voir en homéopathie? Exactement, c'est les femmes. Ce sont les mères. Oui, parce que je pense Très que souvent. c'est quelque chose qui est lié à leur nature. Hein? De soigner. On dit en anglais take care. C'est elles qui take care, hein, qui prennent soin des autres. Oui. Puis elles ont une perception du monde qui est plus englobante, synthétique. Elles établissent des réseaux. Donc, elles prennent soin de tout le monde. Elles ne passent pas à côté. Hein? Alors, c'est elles, effectivement, qui consultent. Oui, et c'est souvent là que quand on doit prendre soin de quelqu'un d'autre que soi-même, c'est là qu'on fait appel à une médecine qui puisse soigner en profondeur, en douceur et sans effets secondaires, sans toxicité. Oui, absolument. Ouais. Puis, il y a quelque chose là-dedans qui est important dans toute cette histoire-là. C'est qu'en fait, on redonne aux gens le pouvoir de se connaître mieux. Oui. Hein, parce qu'en t'observant pour savoir qu'est-ce que tu vas prendre, tu redécouvres un pouvoir qu'on t'a enlevé. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas consulter, c'est le médecin qui te dit qu'est-ce que tu as. Oui, alors qu'en fait, tu sais que tu as mal à la gorge, il dit tu fais de laryngite, mais tu sais que tu as mal à la gorge. Oui, oui. Hein? Non, l'approche homéopathique, elle permet de se réapproprier de sa capacité de voir qu'est-ce qu'on a et comment on pourrait se traiter. Oui. Puis en plus de ça, les remèdes homéopathiques, ils amènent une espèce d'autonomie. C'est-à-dire que tu n'es pas dépendant d'attendre 12 heures à l'urgence ou tu comprends ou d'attendre le rendez-vous dans 6 mois. Oui. Effectivement, peut-être que tu peux intervenir tout de suite et peut-être que tu peux aider en attendant de consulter. Hein, oui, et absolument. Donc, cette autonomie-là, je pense que les femmes, ça rejoint beaucoup les femmes. Oui, absolument. On va faire une petite pause. Denis Fournier, merci beaucoup d'être avec nous. On revient tout de suite après la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Nous sommes de retour de la pause. Vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-être. Je suis Ingrid Schutt et je reçois notre historien Denis Fournier. Denis, j'aimerais rappeler aux auditeurs avant qu'on reprenne que les infos de l'émission d'aujourd'hui sont sur Ingrid Homéopathe, ma page Facebook, et on peut te trouver, Denis, sur le sphq.org, le site officiel du syndicat professionnel des homéopathes du Québec. Denis, et si on retournait à l'histoire un petit peu, Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, à la fin de sa vie, il était très célèbre. Hein? Il a soigné plein de gens. Il est vieux. C'est sûrement un monument pour l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de 88 ans qu'il a vécu. Alors, qui est-ce qu'il a connu? Qui est-ce qu'il a soigné qui était célèbre à l'époque? Faisons du name dropping un petit peu. Oui, c'est ça. Effectivement, on pourrait en nommer plusieurs, mais c'est souvent, il y avait plusieurs artistes qui n'ont pas traversé le temps. Là, je pense à un bonhomme qui s'appelait Heinrich Schäfer, dont on ne connaît pas du tout, mais Schäfer, quand même, faisait partie d'une famille célèbre de peintres néerlandais. Schäfer va peindre un tableau d'Hahnemann que tout le monde connaît aujourd'hui, en fait, mais personne ne sait qu'il vient de Henry Schäfer. Mais parmi les noms, en fait, effectivement, Hahnemann était célèbre, puis comme on dit, la célébrité attire la célébrité. Alors, on va aller le consulter parce qu'on en a entendu parler. Il y a une homéopathe américaine, une journaliste américaine qui décide d'aller faire un reportage pour connaître cet homme-là dont elle entend parler. Puis elle raconte qu'elle a dû attendre 20 minutes dans son carrosse avant de pouvoir entrer à l'hôtel particulier d'Hahnemann. Puis là, elle est reçue par des serviteurs, et puis elle passe d'une salle à l'autre, et puis elle passe 2 heures à attendre Hahnemann. Alors, effectivement, c'est un personnage à la fin de sa vie qui est célèbre et très estimé. Parmi les gens connus de l'époque et dont les noms sont passés aujourd'hui, là, il y a le violoniste Paganini, par exemple. Ah oui. Oui, qui était soigné par Hahnemann. La quantité de princes, ducs et tout ça qui passent à son bureau, là, elle est phénoménale. C'était des gens qui pouvaient payer ses services aussi. Mm-hmm.
dans les... si on veut faire du name dropping, comme tu dis, une période très intéressante de gens très connus qui vont utiliser l'homéopathie, c'est les impressionnistes, par exemple. Oui. Alors, Monet, Renoir, Manet, Pissarro, ce sont tous des gens qui ont connu l'homéopathie. Est-ce que tu savais, par exemple, qu'un des médecins qui est au chevet de Manet au moment où il va mourir, c'est Léon Simon. Léon Simon qui est un des personnages les plus importants dans l'histoire de l'homéopathie en France. Ah oui? Oui. En fait, je ne sais pas si c'était des amis, mais ils se connaissaient depuis très longtemps, Manet et lui. Mm-hmm. Un personnage fameux dans l'histoire du développement dans son rapport avec les impressionnistes, c'est un médecin roumain qui va s'installer à Paris, qui s'appelle il s'appelle Debellou. Il va traduire son nom en Belliot. Et Belliot, on a plusieurs lettres de je sais pas moi, par exemple, Monet écrit à Belliot que là, il y a de la misère à manger à la fin de la semaine, et puis que s'il voulait lui acheter un petit tableau ou lui prêter 100 francs, ça ferait bien son affaire. Alors, de Belliot donne rendez-vous régulièrement aux impressionnistes dans un café particulier à Paris. Ah, puis là, il y a Pissarro qui vient, puis il y a Monet qui vient, de temps en temps Renoir, et puis il échange des prêts, ou bien on dirait une bourse aujourd'hui, pour les faire survivre, en fait. Ah oui. Et de donc, Belliot, si l'impressionnisme a survécu. Oui, de Belliot est un rouage majeur dans la connaissance qu'on a de l'impressionnisme aujourd'hui, en fait. De Belliot ramasse plein de tableaux. Ah, oui. Le tableau qui va donner son nom aux impressionnistes, qui est Impression soleil levant ou soleil couchant de Monet, justement. Ce tableau-là qui donne son nom aux impressionnistes appartient de Belliot. Ah. Oui. Alors, il est aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. Ouais. C'est un petit musée qu'a fondé la fille de Belliot. Ah oui. Oui. Parce que dans l'héritage, il a laissé les tableaux des impressionnistes, puis elle fonde un musée où est-ce qu'on trouve pratiquement, en fait, beaucoup de tableaux d'impressionnistes. Dans les autres personnages, si on fait encore du name dropping, on connaît des lettres de Pissarro encore qui parle d'homéo. Il dit j'ai donné nitrique acide à mon fils. Et puis après, j'ai donné épars sulfure en parlant des remèdes. Si on fait encore du name dropping, tantôt dans l'émission, je parlais d'une homéopathe importante, Elizabeth Wright Hubbard aux États-Unis, qui était une espèce de pionnière de l'homéopathie. Oui. Elizabeth Wright Hubbard avait des patients très célèbres, notamment Marlène Dietrich, qu'elle a soigné, Alexander Calder qui est le sculpteur là, qui fait des mobiles. Là. Il y avait une sculpture de Calder à l'Expo 67, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui s'appelait L'Homme. Une structure en acier immense, là. Ah oui? Oui, oui. Ah oui. Elle a été déménagée récemment, je pense. Je ne suis pas sûr, là. Qu'est-ce qui est advenu d'elle? Et puis, Jackson Pollock, le peintre abstrait, là, le droppiste, là. Le rapport entre Wright Hubbard, la médecin homéopathe américaine, et Pollock était assez étroit pour qu'ils se parlent régulièrement. En fait, elle va entreprendre son traitement en 1945. Probablement qu'elle veut l'aider dans ses troubles qu'on connaît. Là, c'est un alcoolique. Elle veut l'aider. Et parce que l'homéopathie, c'est bien connu pour ceux qui connaissent l'homéopathie. Oui. C'est que l'homéopathie peut aussi traiter les troubles de dépendance à l'alcool, à la drogue. En fait, elle va... probablement que ça se passe par sa conjointe qui s'appelle Lee Krasner, qui elle aussi est une peintre. Et leur rapport s'établit peut-être à travers Lee Krasner. Et puis, le ménage Krasner-Pollock bat un peu de l'aile, et puis Lee Krasner décide de s'en aller en Europe, aller réfléchir. Elle laisse Pollock tout seul en Amérique parce qu'il y a une maîtresse. Ah bon? Il se fait une nouvelle blonde. Et puis, il se tue en auto. Il y a un accident d'auto. Et Wright Hubbard
l'apprend 2 jours après l'accident. En fait, peut-être qu'elle l'apprend la journée même de l'accident. Elle écrit à Lee Krasner pour lui parler de ça, si elle a besoin d'aide, etc. Puis là, elle dit dans une lettre à Lee Krasner que elle voudrait que elle et Jackson Pollock se parlaient très, très fréquemment au téléphone. Donc, en fait, il faisait pratiquement partie de la famille. Il y a Paul McCartney, Tina Turner, beaucoup d'artistes aussi qui utilisent l'homéopathie au quotidien. Effectivement. Et la fille de l'auteur, oh là là, j'ai le nom de mémoire, comment il s'appelle, L'homme et la mer? Hemingway. Ernest Hemingway. Oui, c'est ça. Oui. En fait, dans l'histoire de l'homéo, on en rencontre régulièrement. Est-ce que tu as nommé Beethoven tantôt? Oui, Beethoven s'est intéressé à l'homéo, Chopin, effectivement. Chopin, c'est intéressant parce que l'histoire de Chopin, là, j'espère que je ne me trompe pas, mais l'histoire de Chopin passe par une famille qui s'appelle Boer. Et les Boer, OK, c'est... je me souviens pas de la nom de la femme, mais ces gens-là vont souvent faire des concerts à la maison d'Hahnemann. Ah oui. Oui, et ils ont une petite fille qui s'appelle Sophie, OK? Et quand Hahnemann va mourir, Sophie va être adoptée par la seconde femme de Hahnemann, Mélanie, oui. Et cette Sophie-là, elle va marier le fils de Bonninghausen en Allemagne, qui est un proche, l'homéopathe connu, proche d'Hahnemann. Oui. Et c'est eux qui vont hériter de tout le matériel littéraire d'Hahnemann après sa mort et après la mort de la seconde femme, Mélanie. Mais cette famille Boer-là, elle est très proche des artistes musicaux de l'époque. Et probablement que c'est par la famille Boer que Chopin arrive à connaître, parce que je me demande, cette Madame Boer-là, en fait, elle va devenir Madame Schumann. Ah bon? Le musicien Schumann. Ah. Donc, et tous ces gens-là, ils se connaissent, là. C'est tous des gens de la même époque, hein. Okay. C'est comme, je te parlais tantôt des impressionnistes, c'est la même chose, hein. C'est d'un à l'autre. Monet est un adepte, Pissarro est un adepte d'homéopathie. Renoir, un petit peu moins. Mais tu sais, ils savent tous qu'existe l'homéo et qu'ils peuvent en profiter. Alors, chez les Schumann, Chopin, toute cette clique-là de musiciens, probablement que c'est la même chose. Hein? Ils parlent entre eux ou bien de leur médecin, ou bien de leur homéopathe, ou bien des traitements qu'ils ont et des remèdes. Et aujourd'hui, il y a le prince Charles qui fait beaucoup d'efforts pour que l'homéopathie soit intégrée, pour que ce soit une médecine intégrée dans un système de santé, pour que les gens y aient accès. Non, je parlais avec Georges Aragon, qui est venu dans une émission précédente, et on parlait de l'étude suisse, tu sais, la fameuse étude qui a été menée en Suisse, puis qui démontre l'efficacité de l'homéopathie, mais aussi à quel point c'est économique. Et qu'à long terme, c'est intéressant au niveau de la santé parce que c'est préventif et tout. En fait, tu sais, on retourne encore à l'histoire, hein, c'est moi dada, mais les études sur l'homéo, la première étude sur l'homéopathie, elle remonte à 1821 dans un hôpital. Ah oui. Et puis, il y en a eu successivement comme ça dans ces années-là, là, jusqu'au milieu des années 30, là, il y en a régulièrement. Mais en fait, ces études-là, elles ne sont jamais publiées parce que ceux qui dirigent les hôpitaux ou les institutions médicales de l'époque veulent contrôler l'étude et donc ils ne la publient jamais. Et des fois, ça va prendre 5 ans, 10 ans. Il y en a que ça prend 40 ans avant qu'on sache les résultats. Parce qu'on voit bien qu'en fait, l'approche homéopathique, c'est une compétitrice très efficace par rapport à la médecine de l'époque et qui dérange. Donc, en fait, ce qu'on dit aujourd'hui en Suisse, on le savait déjà et on le disait déjà à l'époque, mais c'est pas une question... C'est une question, c'est comme une question politique, cette affaire-là. Tant qu'il n'y aura pas une décision politique qui va dire, l'expérience quotidienne des gens et des praticiens démontre qu'il y a quelque chose derrière l'homéopathie. Absolument. C'est pas...
On n'est pas là, dans l'univers de l'eau sucrée et du placebo. Là. On oublie Luc ça. Montagnier le démontre bien aujourd'hui que c'est une force électromagnétique qui fait l'efficacité. On ne sait pas trop comment ça marche. Il faudrait que les scientifiques se penchent sur cette question-là. Oui. On demande aux homéopathes d'avoir une réponse. Hahnemann, il n'y en avait même pas de réponse. Il ne cherchait pas à expliquer comment ça marchait. Et ce n'est pas notre devoir c'est pas notre devoir à nous que les de scientifiques se penchent sur cette question-là. Parce Luc que Montagnier le fait, il fait sa recherche scientifique. Nous, notre travail, c'est de comprendre l'homéopathie, de l'appliquer, de pratiquer, de soigner les gens. Tu sais, c'est pas parce que tu peux pas expliquer quelque chose que ça n'existe pas, là. Non, exactement. C'est la première fois que Galilée il regarde Saturne, puis il voit un anneau autour de Saturne. Il dit ça à son voisin. « Hey, j'ai vu un anneau, tu sais, le point blanc, là-bas, il y a un anneau autour. » Ben voyons donc, toi, il y a un anneau. Non, je te le dis, il y a un anneau, je l'ai vu dans mon télescope. Hein? Qui pouvait imaginer qu'il y avait un anneau? Ben, ça n'empêche pas que l'anneau existe, même si on ne peut pas expliquer pourquoi il est là. Hein? Les résultats sont là. C'est la même chose. Oui, c'est fascinant. On a déjà dépassé notre temps. Encore merci Alain Ausson, merci à Radio Mieux-être. Denis, merci infiniment d'être venu partager avec nous toutes tes connaissances en histoire. On peut te retrouver sur sphq.ca, Denis Fournier. .org. J'ai dit .ca, c'est .org, hein? sphq.org. Merci, tu as bien raison. Je ne vais pas vous envoyer au mauvais endroit. Des infos de l'émission d'aujourd'hui, vous les trouverez sur mon site internet homéopathe.ca ou sur ma page Facebook Ingrid Homéopathe. Et j'aimerais vous quitter sur une citation de Charles Frederick Menninger. On dit Menninger ou Menninger? Menninger? En allemand, on dirait Menninger. Ah, Menninger en allemand, oui, c'est sûr. Qui est fondateur de la prestigieuse clinique et école de psychiatrie du même nom. La clinique Menninger a transformé la psychiatrie au début du 20e siècle et Charles en disait ceci de l'homéopathie. Je te laisse le lire, Denis. Merci. D'abord, j'aimerais te remercier de la promotion que tu fais de l'homéo à travers cette émission-là. C'est nécessaire. Ça me fait plaisir parce que j'aimerais vraiment que les gens aient accès à une homéopathie de qualité parce que ça change une vie, vraiment. Alors, Menninger, il dit l'homéopathie est tout à fait capable de satisfaire les demandes thérapeutiques de notre époque, mieux que tout autre système ou école de médecine. Quiconque souhaite soigner avec le plus grand succès doit impérativement épuiser toutes les ressources de l'art homéopathique de guérir avant d'avoir recours à toute autre méthode de traitement. Vous étiez à l'écoute de Profession homéopathe. Je suis Ingrid Schutt sur Radio Mieux-être et je vous souhaite une excellente santé. À bientôt.